Bonjour Gilles Tisserand, bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directeur marketing France et Benelux, directeur développement durable de Tetra Pak pour l'Europe et l'Asie centrale, entreprise créée en 1951, qui fête donc ses 70 ans. 190 milliards de briques commercialisées, briques alimentaires dans le monde en 2019. Vous êtes quoi, les leaders du marché tout simplement? On est en effet les leaders du marché de l'emballage dans l'agroalimentaire et on fait bien plus que ça puisqu'on est aussi un des leaders mondiaux du processing, de la production finalement de produits. Donc une empreinte industrielle et aussi environnementale, on va en parler, sur l'ensemble de la chaîne de l'agroalimentaire. Alors si on prend ces briques alimentaires, de quoi elles sont faites? Alors elles sont faites de plusieurs matériaux. C'est essentiellement du carton, 70% en moyenne, du plastique et de l'aluminium pour les produits qui sont de longue durée. Et chaque couche a un intérêt réel qui est essentiellement de garantir la protection et la qualité du produit dans la durée. Oui, parce que le défi, c'est évidemment de protéger dans la durée. Le leitmotiv de l'entreprise, c'est protège ce qui est bon. Protège ce qui est bon, c'est ça. Comment vous faites évoluer la composition justement de ces briques alimentaires? Quelle est la part de recherche et développement dans les investissements, dans le bilan d'une entreprise comme Tetra Pak? Alors c'est très important et on le voit aujourd'hui, il y a plusieurs vecteurs qui nous poussent et qui nous incitent à améliorer l'empreinte environnementale du produit. D'un côté, c'est la législation et puis naturellement les attentes du consommateur. Il y a un travail qui est très fort pour améliorer les matériaux choisis et améliorer l'empreinte carbone et la recyclabilité des matériaux choisis. Typiquement, depuis maintenant 5 ans, on a changé la nature du plastique qu'on utilise en passant d'un plastique d'origine fossile à un plastique d'origine végétale, dont l'une des qualités premières est finalement de réduire fortement l'empreinte carbone, puisque c'est une réduction de 20% de l'empreinte carbone. Mais alors on pourra prendre d'autres exemples après, mais sur ce plastique d'origine végétale, est-ce que c'est vraiment de la recherche et développement ou est-ce que c'est du sourcing? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut trouver les fournisseurs pour changer le plastique en quelque sorte? Alors, c'est vraiment les deux. On travaille avec des partenaires sur l'échelle mondiale, et en l'occurrence, notre partenaire sur le plastique d'origine végétale vient du Brésil, mais on a travaillé ensemble justement pour créer ce plastique qui va dans nos briques. Pour vous donner un peu plus de chiffres, Tetra Pak, c'est 100 millions d'euros d'investissement en R&D chaque année. Et on le fait avec comme objectif d'améliorer l'empreinte de nos emballages. Oui. Donc c'est le plastique d'origine végétale, et c'est à terme cette ambition qu'on a d'avoir dès 2030 un emballage issu uniquement de fibres, issu uniquement de bois. Et donc, c'est un enjeu qui est sourcing et un enjeu qui est de développement R&D qu'on fait en collaboration avec nos partenaires. Ouais, alors, on reparlera de l'objectif 2030, mais je reviens sur le plastique d'origine végétale parce qu'il y a plusieurs associations écologistes, on en a reçu certaines ici, qui doutent parfois de cette logique de remplacer le plastique fossile par du plastique bio. Ça dépend en fait comment il est produit. Ouais. Alors le vôtre, est-ce qu'il est produit à base de résidus de déchets végétaux? Parce que c'est un peu ça la base. Ouais. Alors la question elle est fondamentalement légitime, et d'ailleurs l'utilisation de plastique d'origine végétale n'est qu'un des leviers qu'on utilise. Typiquement, on vient d'annoncer l'utilisation de plastique recyclé également. Donc ça permet d'apporter de la circularité, en plus d'apporter une matière qui est renouvelable. Tetra Pak, on a cette responsabilité, on a dit protège ce qui est bon, c'est notre motto. On fait très attention à notre sourcing et on travaille d'ailleurs avec de nombreuses ONG pour qualifier et clarifier notre sourcing. Le sourcing qui est utilisé sur le plastique d'origine végétale, c'est du polyéthylène. Il est issu de la canne à sucre. La canne à sucre, on en fait plusieurs produits, du sucre et de l'éthanol. On parle notamment donc, de tout ce qui est essence végétale. Et en fait, l'éthanol a plusieurs produits. Le plastique d'origine végétale est un coproduit de l'éthanol. Donc, est-ce qu'on peut pas... Moi, je préfère être transparent. C'est pas un déchet tel qu'on pourrait le définir. Par contre, c'est un coproduit de cette filière éthanol-là. L'intérêt, il est assez clair, c'est qu'on est sur un sourcing qu'on qualifie de ségrégué, donc qui est vraiment unique. Dans nos emballages qui utilisent du plastique d'origine végétale, vous êtes capable de tracer. Et c'est donc une preuve, et certifiée d'ailleurs par des institutions comme Carbon Trust, une réduction à l'emballage de l'empreinte carbone. Et on sait que la réduction de l'empreinte carbone, c'est quand même une priorité à l'échelle de la société. Bien sûr. Est-ce que c'est une solution transitoire pour
pour vous? C'est C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites, il va falloir qu'on remplace le plastique, quelle que soit la source du plastique, un jour ou l'autre? Mais alors bien sûr, et merci de nous poser la question, c'est une étape qui est transitoire et je viens de l'annoncer, hein, on a l'intégration maintenant de plastique d'origine recyclé, plastique recyclé dans nos emballages, donc apporter de la circularité. Et donc en 2030, on a cette volonté, cette ambition, on est en pleine R&D, d'avoir un emballage issu uniquement de la fibre avec de la cellulose. Donc on est sur cette idée qu'on se doit d'agir maintenant, réduction carbone prouvée, et ensuite construction étape par étape, itérative, d'un produit qui va utiliser une matière uniquement renouvelable, uniquement bois, et avec un recyclage du coup complet et total. Qu'est-ce qui est compliqué de protéger malgré tout le produit sans plastique? Ouais, Ou sans aluminium d'ailleurs? En effet, donc le plastique et l'aluminium, comme le carton, ont cet avantage de protéger dans la durée le produit. Et les questions de durée de vie, les questions d'évaporation, les questions de qualité sont clés. L'empreinte carbone de l'industrie agroalimentaire, c'est entre 25 et 30%. Et le gâchis alimentaire, ça représente environ 10% de l'empreinte carbone totale de la planète. Donc cette notion de protection, elle est fondamentale. Et c'est pour ça que nous, on fait ce choix d'y aller étape par étape et de ne pas mettre sur le marché des solutions qui vont dégrader la protection du produit ou également dégrader la fin de vie, la nouvelle vie. C'est important de remplacer. C'est-à-dire qu'on perdrait par le gaspillage alimentaire ce qu'on gagne par ailleurs en production et en utilisation de matière, c'est ce que je comprends. Exactement. Ouais. Et donc, il est important d'avoir une approche scientifique, rationnelle, éprouvée des avantages des nouvelles solutions qu'on met sur le marché. J'ai trouvé ces chiffres sur le site de Tetra Pak, source rapport d'activité de Citeo, sur l'évolution du recyclage. 2002, 8% seulement des briques alimentaires étaient recyclées. 2020, 57% des emballages carton recyclé. Quand on dit emballage carton recyclé, c'est tous les emballages carton, dont les briques alimentaires, pour bien comprendre ces deux chiffres. Non, alors donc ce chiffre de 57%, il porte sur la brique. Il porte sur la brique uniquement. Et donc c'est une évolution qui est en très forte croissance et on se doit d'accélérer, n'est-ce pas? On est sur des chiffres finalement qui sont très similaires à la bouteille plastique qui est à 58% de collecte tri pour le recyclage. Chez Tetra Pak, on a eu une approche et du coup un investissement avec nos partenaires, mais aussi avec l'État, pour informer les consommateurs qu'ils peuvent et qu'ils doivent trier. Et bien sûr, le tri sans capacité de recyclage effectif, ça sert un peu à rien. Et donc tout le travail qu'on effectue avec nos partenaires, y compris en France, des gens comme Lucart, des gens comme Ecity, comme Veolia, pour construire des capacités grandissantes de recyclage effectif, puisque plus les gens vont recycler, plus on a besoin de capacités de recyclage. Il faut une filière qui soit capable de suivre. Exactement. Et elles deviennent quoi, ces briques alimentaires, après recyclage? Alors, elles deviennent de nombreux produits. Vous en avez peut-être d'ailleurs dans vos studios. La fibre, on l'utilise pour faire des produits type essuie-tout, type mouchoir, type papier toilette. Ouais. On a vu certains distributeurs d'ailleurs utiliser ces allégations papier toilette issus des briques. Ça fait sourire, mais c'est quelque chose qui est utile. C'est vraiment une nouvelle vie. Ouais. Ensuite, on a la partie polyéthylène, aluminium, qui est transformé en objet de mobilier urbain. Typiquement, si vous allez à Venise, vos poteaux et vos lampadaires sont faits à partir de briques recyclées. Et on le voit, il y a beaucoup d'écoles, par exemple en France, qui utilisent des bancs faits en polyal. Et ça pourrait être très bien avec vos stylos. On a des acteurs comme Système U qui vendent des stylos faits à partir de briques recyclées. Vous êtes directeur du développement durable pour l'Europe et l'Asie centrale. Ce sont des investissements massifs, des investissements au niveau européen qu'il faut prévoir pour booster justement une filière de recyclage? Oui, c'est massif et donc c'est vrai à l'échelle européenne, c'est vrai à l'échelle française. Ce sont plusieurs dizaines de millions d'euros qu'on investit avec nos partenaires de recyclage pour créer et alimenter cette filière, financement des infrastructures et création des débouchés. Mais on le dit, hein, la RSE, c'est une approche qui est holistique. On parlait aussi de création de produits. On a la chance en France d'avoir 3 usines Tetra Pak, dont 2 qui sont sur l'emballage. Et ce sont d'ailleurs des usines qui sont en lead, qui sont pilotes sur le développement de notre portefeuille de produits durables. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. Merci beaucoup. Merci Gilles Tisserand. À bientôt sur Bismart. Tout de suite, c'est notre débat sur l'avenir de l'industrie automobile, le tout électrique.